Donc bonsoir, je vous répète en vitesse à cette soirée totalement dédicacée au gaming et qui va se passer en 2 temps. La première partie, c'est une conférence de presse 40 minutes moins celle qu'on vient de passer en format Zoom avec 3 intervenants de qualité qui nous ont rejoints et qui sont autour de la table. D'abord Jean Gréban, qui est le coordinateur de Walga et qui nous fera une présentation en première mondiale, comme il nous le disait, des chiffres de l'état des lieux des industries du jeu en Belgique, en accord avec ses collègues et homologues flamands et bruxellois. On a Laurent Grugnot, qui est à ma gauche, en fait, qui est cofondateur de Fishing Cactus, qu'on ne présente plus, si j'arrive à le formuler, excusez-moi, je n'ai pas eu une longue nuit, n'est-ce pas? Puisque ça me permet sans transition d'introduire mon troisième invité, qui est Nicolas Martin, puisque c'est avec lui que j'ai passé la nuit. On sera tout. Autour du budget. C'est vrai, en fait. Et donc voilà, merci à vous trois d'être là. Et sans transition, je vais passer la parole à Jean pour un petit état de la situation de l'industrie du jeu en Belgique. Merci Jean. Merci Sabine. Donc je ne vais pas être trop long. Donc Jean Gréban, Walga, l'association wallonne des développeurs de jeux vidéo. On a réalisé cet été un sondage des acteurs de l'industrie en Belgique avec mes collègues donc, bruxellois et flamands. Et l'agenda du calendrier fait que en fait, ces chiffres ont été publiés pour la première fois aujourd'hui et se retrouveront dans la presse sans doute demain. Donc oui, effectivement, on a une petite avant-première ce soir à Mons. Donc je ne vais pas être trop long. Je vais venir directement au fait. Donc ici, on a une petite progression sur le nombre de sociétés que compte notre industrie en Belgique, puisqu'on a atteint 95 sociétés actives en 2019, donc 85 l'année précédente. Donc là, on a une progression positive d'année en année depuis, en tout cas sur ces 5 dernières années et sans doute depuis plus longtemps. Par contre, quand on regarde en termes de région, là, on voit une disparité quand même assez flagrante avec 82 sociétés en Flandre, sociétés ou acteurs, évidemment. Enfin, un peu plus loin, ça reprend plus que les sociétés également, ça reprend tout ce qui est freelance et prestataires également actifs dans le secteur, ce qui explique la différence de chiffres. On en a 19 en Wallonie et 13 à Bruxelles. Il y a une grosse progression sur Bruxelles et malheureusement une petite stagnation sur la Wallonie. J'y reviendrai un peu plus tard. Ici, c'est assez intéressant de voir un peu la répartition géographique par province des différentes sociétés et acteurs de l'écosystème. Donc, on a un équilibre finalement sur l'axe E42 du Hainaut jusqu'à Liège, en passant par Namur, avec aussi une progression sur le Brabant wallon et par contre un zéro pointé en province de Luxembourg. La principale explication, c'est qu'il n'y a pas d'école ou de centre de formation en gaming dans la province, et donc ça reste quand même le premier échelon finalement de l'écosystème, c'est la formation des développeurs qui par la suite viennent alimenter les entreprises ou la création de start-up. Et on voit évidemment sur la Flandre une représentation beaucoup plus importante et assez homogène aussi sur les différentes provinces. Alors en termes d'ancienneté des sociétés, on est sur un marché quand même relativement jeune, avec seulement 12,6% qui ont plus de 10 ans, notamment Fishing Cactus qui a fêté cette année son 10e anniversaire, donc un peu les pionniers du secteur en Wallonie. À côté de ça, on en a 24,2 qui ont plus de 5 ans et une grande majorité qui ont à peine plus d'1 an, donc 45,3 entre 1 et 5 ans et 11,6 en ont moins qu'un an. Donc on est quand même sur un marché très jeune. En termes, donc ici, on voit un peu les différents profils des acteurs de l'écosystème. Donc, on a 63 studios de développement, 13 fournisseurs de services, 6 qui se classent comme autres, un seul éditeur. Donc, c'est aussi quelque chose qui manque encore dans l'écosystème. Et donc, sur un peu l'échelon supérieur, le rôle de l'éditeur est très important en termes de commercialisation, de marketing et de financement aussi des projets. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'éditeur et certainement pas en Belgique francophone. On a entamé des contacts avec la RTBF qui pourrait jouer ce rôle d'édition également, comme ils le font dans d'autres secteurs, je pense aux livres par exemple. Et donc, il y a un intérêt, enfin, voilà, c'est un peu disruptif pour eux de rentrer dans le jeu vidéo, dans une année qui est quand même pas la plus facile non plus, mais en tout cas, les débats sont ouverts. On espère qu'avec le plan Restart et les autres nouveaux financements qui se mettent en place pour la culture, ben voilà, peut-être qu'une ligne éditoriale, je ne dis pas que la RTBF va financer des jeux de guerre ou des jeux de football, mais il y a justement une émergence de plus en plus importante, on le voit dans les porteurs de projets qui sortent de l'école ou dans les travaux de fin d'études, des jeux beaucoup plus engagés socialement, donc c'est aussi des jeux plus ancrés culturellement dans le terroir de la région. Et donc là, je pense qu'il y a quand même un contenu éditorial qui peut être intéressant pour la RTBF.
On va continuer un peu sur les autres acteurs, donc les écoles, les centres de recherche, les centres de formation. On a une quinzaine. Là, on est quand même bien pourvu en Wallonie, puisqu'on a la Haute École Albert Jacquard, qui est historiquement la principale école de jeux vidéo en Wallonie, basée à Namur. Sa réputation maintenant est connue internationalement, parce que ça fait des années qu'on exporte des diplômés. Et c'est bien tout le souci, en fait, c'est ce brain drain qui pousse nos jeunes qui sont formés aux frais de la collectivité, de devoir s'expatrier pour pouvoir trouver un emploi dans le secteur et donc à l'étranger, parce qu'il n'y a pas assez de débouchés chez nous, et qu'ensuite la richesse qui est produite est réimportée chez nous. Et donc voilà, moi-même j'ai été assez sensible par rapport à cette problématique il y a 5 ans quand j'ai commencé à travailler sur le pôle juif de Namur, puisque j'étais donc quotidiennement en contact avec des étudiants d'Albert Jacquard, et ça m'a vraiment frappé, puisqu'à titre personnel, j'essayais d'être en circuit court pour ma consommation alimentaire, et je ne comprenais pas pourquoi dans le jeu vidéo on n'avait pas cette possibilité. C'est comme ça qu'on a commencé un peu cette longue croisade d'évangélisation finalement des différents décideurs politiques aux différents niveaux, commençant par la ville, et on verra ça ici justement, le travail qui a été fait au niveau de Mons et son représentant qui est à ma droite et qui acquiesce. Donc je pense que c'est important d'avoir ce partenariat d'abord avec les autorités locales dans un premier temps, et de remonter dans les différents échelons à la région, à faire au niveau Bruxelles, au fédéral et aussi à l'Europe. À côté de ça, on a donc d'autres sociétés qui sont plus importantes, qui sont dans le secteur audiovisuel et qui ont un département qui développe également des jeux vidéo. Et donc, on a essayé de prendre en compte le chiffre d'affaires et les emplois uniquement du département qui travaille sur du jeu, bien entendu. Sinon, ça faussait complètement les chiffres. Là, on a une quinzaine. Et on a encore une société qui est plus une plateforme, un portail de distribution de jeux vidéo. Donc, ça donne un peu la représentation des différents acteurs de l'écosystème. Au niveau de la taille des entreprises, on voit qu'une grande majorité sont quand même des petites entreprises, entre 2 et 10 employés, pour une grande majorité, donc 67 d'entre elles. Très peu, évidemment, en détail beaucoup plus importantes. Et on a également, en second rang, 29 sociétés individuelles, donc des indépendants qui sont plutôt des freelances. Au niveau donc, des différentes plateformes sur lesquelles les studios développent, on voit quand même que le PC reste largement majoritaire au niveau des projets. Mais on a quand même une tendance qui s'accentue au niveau des consoles, aussi dans une année d'arrivée de nouvelles consoles sur le marché, donc c'est de bonne augure pour l'avenir. Le mobile qui est relativement stable, et aussi une percée de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, avec 17 projets, donc ça c'est quand même assez nouveau et ça mérite d'être souligné. Mon slide qui bloque. Voilà. Le type de jeu, une large majorité des jeux, 58 d'entre eux, sont vraiment des jeux destinés au loisir, mais on retrouve quand même 22,6% également des jeux qui sont plutôt des applications sérieuses, une petite dizaine aussi au niveau des applications pédagogiques, et une dizaine de pourcents artistiques, et majoritairement, malheureusement, de nouveau en Flandre, parce que contrairement à la Flandre, la Fédération Wallonie-Bruxelles ne finance pas encore des projets qui n'ont pas une vocation commerciale. Les seuls fonds publics qui existent, et Wallimage a annoncé cette année son premier fonds dédié au gaming, visent des projets commerciaux, et donc de loisirs essentiellement. Donc c'est encore un travail de lobbying qu'on doit effectuer en tant qu'association sectorielle, c'est de conscientiser sur les enjeux sociétaux, culturels et artistiques également du jeu vidéo, mais on espère aussi que la création des différents pôles vont nous aider dans ce sens, en particulier ici à Mons, avec le Museum Lab, c'est un très bon exemple de ce que peut apporter le jeu vidéo dans d'autres domaines. Alors, le nombre de propriétés intellectuelles, les IP, ce sont les créations originales. Bien sûr, c'est là que se crée la valeur ajoutée d'une entreprise. Beaucoup de studios, historiquement, on travaille sur de la prestation de services, mais finalement, là, ils se battent pour un contrat. Quand le contrat est terminé, on réfléchit comment est-ce qu'on va payer les charges, les salaires et les loyers. Et on essaie de trouver un nouveau contrat dans une logique très compétitive et avec très peu de perspectives à long terme. L'investissement dans le développement d'une IP est sans doute plus risqué au départ, mais peut créer de la valeur ajoutée et finalement des retours sur l'investissement beaucoup plus importants sur le long terme. C'est un peu l'exemple justement du principal studio belge, Larian à Gand, qui avec sa franchise Divinity s'est classé dans le top 10 des ventes mondiales de PC en 2018 et qui était aussi responsable d'une grosse partie du chiffre d'affaires du marché. Justement, ils ont galéré pendant 10 ans pour arriver à ce stade, ça n'a pas été facile, ils ont frôlé la faillite plusieurs fois, mais ils sont arrivés aujourd'hui à créer une renommée mondiale, et leur futur jeu, Baldur's Gate 3, qui est une ancienne licence il y a 20 ans, qui est ressuscité, suscite beaucoup d'attentes de la part du public au niveau mondial, et l'Early Access pour l'instant cartonne.
Et on pense que pour 2021, lors de sa sortie, ce jeu-là va être vraiment dans le top mondial des ventes aussi. Et là, c'est une ancienne licence qui a été ressuscitée, mais grâce à leurs compétences techniques, parce qu'ils ont aussi travaillé sur le développement de leur moteur de jeu, dont ils sont propriétaires. Et donc, c'est cette expertise aussi qui a nécessité de la recherche et le développement sur le moteur de jeu qui leur a permis aussi d'avoir cette reconnaissance internationale et finalement d'arracher cette licence que beaucoup de gros studios convoitaient depuis des années. Ils ont réussi à le faire parce qu'ils ont un know-how, parce qu'ils ont un moteur de jeu spécifique. Et donc, vraiment, ce sont des modèles qui peuvent être inspirants et qui sont très proches de nous. Ce n'est pas le Japon ou les États-Unis, c'est la Flandre, c'est Gand, donc c'est juste à côté. En termes d'emploi, la situation est relativement stabilisée, donc on est à un statu quo en réalité. Ce qui n'est pas très positif, ce n'est pas catastrophique non plus, bien entendu, mais c'est surtout révélateur d'un besoin de soutien supplémentaire pour continuer à soutenir la croissance en termes d'emploi. Et en termes de chiffre d'affaires, là, on accuse carrément le coup, puisqu'on a une baisse du chiffre d'affaires de 93 millions l'année précédente à 70 millions, et principalement dû, comme j'expliquais, au studio de l'Ariane, qui avait sorti son jeu donc Divinity en 2018, et qui était responsable de 70% du chiffre d'affaires global du marché. Et donc, vu qu'ils n'ont pas sorti de nouveaux jeux en 2019 et que d'autres studios n'ont pas sorti de nouveaux jeux, c'est pas comme un film où on peut facilement sortir des nouvelles productions chaque année. Un jeu, ça prend 2-3 ans de développement. Il arrive qu'on passe dans des années un peu de transition creuse, ce qui était le cas en 2019. Mais on voit qu'on a beaucoup plus de perspectives sur 2020. Et là, je vais faire encore un bref état du secteur, plus spécifiquement à la Wallonie. Sabine, j'ai encore combien de minutes exactement? Il t'en reste 2. Ouais, je vais être très rapide pour être tout à fait dans le timing. Donc voilà, je vais peut-être donner une perspective plus positive pour l'année 2020, qui a été assez chaotique, comme tout le monde le sait, mais qui est assez positive pour le secteur du jeu vidéo, puisqu'on a vu une augmentation de la consommation de jeux, mais au bénéfice surtout des studios déjà existants, et de nombreuses sorties importantes qui ont eu lieu cette année. En vrac, donc Harry, qui est une coproduction entre Exin à Bruxelles et Fishing Cactus à Mons, qui est sorti sur PC, Stadia et console. Feria, qui était déjà précédemment sorti sur PC, qui a été adapté par Fishing Cactus en console et sur Stadia. Nanotail, qui est le jeu phare de Fishing Cactus, qui est sorti fin 2019 en Early Access et qui continue son développement commercial cette année avec une sortie définitive l'année prochaine. Et Apple, qui travaille pour l'instant uniquement sur des projets de développement commerciaux. Fort Boyard est un travail de commande, mais travaille surtout sur de toutes grosses productions qui sortiront en 2021 et 2022 et qui auront là vraiment un impact important sur le chiffre d'affaires, mais qui a déjà en termes d'emploi un gros impact, puisqu'en 2 ans, ils sont passés à 50 employés. Donc ça, c'est quand même une performance qui mérite d'être soulignée, avec des fonds de financement internationaux assez conséquents, mais un soutien des acteurs et des invests locaux également au départ. Donc, un bon modèle et donc peut-être notre futur l'Ariane si tout se passe bien. On a une progression également des nouveaux studios et donc Walga a pu accompagner plusieurs porteurs de projets déjà en 2019 et en 2020, dont Marathus qui a été financé par Wallimage, IMBC ici à Mons et Sambre Invest, qui vient de réussir aussi un crowdfunding et donc qui est bien lancé pour sortir son jeu l'année prochaine. Holo, financé également par Wallimage, a ouvert un grand centre Paris Vert à Liège, malheureusement 15 jours avant le premier confinement, et donc là ça a mis un coup de frein. Je pense que c'est le secteur aussi, on pense que le jeu vidéo tout va bien, mais non, il y a quand même des secteurs qui sont impactés par la crise du corona et la VR en premier évidemment en souffre, mais on espère une amélioration l'année prochaine. Wild Bishop, qui est un nouveau studio, mais avec un porteur de projet qui a une expérience au niveau de l'IT international et qui amène cette expérience dans la création d'un nouveau studio spécialisé sur le moteur de jeu Unreal et qui souhaite également ouvrir un incubateur pour accompagner d'autres porteurs de projets. Et on voit aussi une évolution de certains développeurs prestataires comme Enzone à Liège qui se lancent maintenant sur la création de leur propre IP. Donc c'est une nouvelle tendance qui est assez positive. Ces gens-là ont déjà une expérience, ont déjà des équipes et aujourd'hui, ils sont prêts à investir dans le développement de leur propre IP. Tout ça est possible aussi grâce à une meilleure reconnaissance de notre travail d'écosystème avec, comme je le disais, le fonds créé par Wallimage début de cette année. Un subventionnement de fonctionnement pour Walga pour la première fois qui a été octroyé en septembre 2019 et qui a pu permettre l'augmentation évidemment de notre travail. Un soutien de l'AWEX depuis 2 ans pour les salons internationaux, mis à mal cette année. Mais la Gamescom a quand même pu se faire de manière virtuelle dans une dizaine d'entreprises wallonnes qui ont participé et beaucoup de choses encore à confirmer dans les prochaines semaines et les prochains mois, on l'espère. Merci beaucoup.